Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. À l'heure actuelle, nous sommes le samedi 31 juillet. En France, cela manifeste évidemment et de façon assez copieuse, quasiment dans toutes les grandes villes. On peut déjà voir des manifestations, surtout dans l'île de la Réunion et ainsi qu'à la Martinique, je crois. Où ces deux îles des territoires outre-mer ont été déclarés en reconfinement, je crois, ce qui évidemment suscite pas mal de colère sur les lieux, et on peut s'attendre à quelques fritages, on va dire, entre les autorités et les manifestants. Concernant Paris, la manifestation est assez imposante, est assez importante. Mais malgré ça, Conseil constitutionnel qui, pour l'instant, a simplement statué sur une extension de la loi antiterroriste. Mais force est de constater que de toute façon, comme certains d'entre vous d'ailleurs l'avaient fait remarquer, le Conseil constitutionnel avec Laurent Fabius et son fils, qui est le PDG de la société américaine de conseil en stratégie Covid contre contre le virus, contre la pandémie, que malheureusement, il va y avoir un problème de conflit d'intérêts évident, et le Conseil constitutionnel risque en effet de valider cette loi, mise en application le 9 août, comme l'a tanné le porte-parole du gouvernement ou de l'Élysée, je ne sais plus qui est Attal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, si ce n'est que de toute façon, voilà, ça confirme bien ce que je vous disais depuis plusieurs vidéos, la République est morte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait l'impasse sur des libertés de certains citoyens sous prétexte parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou qu'ils n'ont pas de passe vaccinal, rajouter en plus là-dessus l'incompétence, la désorganisation d'un gouvernement et de la fonction et de la structure, même de la fonction publique, ajouter à cela la volonté de déliquescence de l'État français et donc de la France d'une manière générale. Voilà, je pense que là vous avez tous les ingrédients, vous avez toutes les pièces du puzzle pour bien constater que si demain les Français ne reprennent pas le pouvoir, si les Français décident de ne pas reprendre leur souveraineté par rapport à cette chienlit qui a finalement infiltré toutes les institutions de la République, tant sur le plan législatif que sur le plan exécutif, parlementaire, mais aussi institutionnel et constitutionnel, eh bien, je pense que malheureusement, j'ai envie de dire, si j'ai un conseil à donner aux futures générations, eh bien, allez vivre à l'étranger. Allez vivre dans un autre pays, mais ne vivez pas en France, parce que vous allez devenir des petits esclaves. Vous allez en prendre plein la gueule, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Qu'est-ce qui se passe par contre en ce qui concerne ici, les États-Unis? Bon, comme vous le savez peut-être, là, ça y est, le Delta, on commence à le prendre au sérieux. Nous avons Biden, nous avons même le docteur Fauci. D'ailleurs, Fauci qui nous a fait une sacrée bonne, une intervention en disant que finalement, oui, non, mais attendez, être vacciné, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas choper le Covid, et ça ne veut pas dire non plus que vous ne risquez pas d'être contaminant. Que les vaccins, ce n'est pas une assurance, c'est une garantie à 100%. Et que finalement, eh bien, on est en train de voir une relance de préconisation du masque pour les vaccinés. Parce que semblerait que les vaccinés qui développent un Covid avec en plus un Covid mutant pourraient éventuellement être contaminants sur d'autres individus, y compris les non vaccinés. Alors pour l'instant, évidemment, pas question, on ne parle pas de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale aux États-Unis, puisque de toute façon l'État fédéral, comme les États, ne s'aventureraient pas à faire cela. En revanche, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ce sont les acteurs économiques qui finalement vont faire la basse besogne. Depuis quelques semaines, dans un certain nombre de compagnies américaines, les employés ont reçu un mail leur stipulant qu'à partir d'une certaine date,
à la rentrée, eh bien s'ils ne sont pas vaccinés, il pourrait y avoir des mesures à leur encontre. Comme vous le savez, aux États-Unis, le salarié américain n'est pas aussi protégé qu'il l'est par la loi, comme en France, ou même des syndicats suffisamment, on va dire, efficaces pour défendre les intérêts des salariés. Je vous donne juste un exemple en ce qui concerne la Caroline du Nord, parce qu'encore une fois de plus, les lois peuvent différer suivant les États. En Caroline du Nord, il y a une spécificité, c'est que lorsqu'on licencie un salarié, l'employeur n'a absolument aucune obligation de préciser pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien virer quelqu'un comme ça du jour au lendemain, sans devoir ou être obligé d'expliquer pourquoi. Donc vous comprendrez que si des entreprises décident de dire « désormais nous ce que nous voulons c'est des salariés vaccinés », et bien les salariés qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui ne sont pas vaccinés peuvent très bien demain, à compter de la date, alors c'est à partir de début septembre, début octobre, etc., à partir de cette date, eh bien les salariés savent que s'ils ne sont pas vaccinés, ils vont se faire virer. Et sans aucun recours. Enfin, recours, oui, il peut toujours y avoir des recours. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on est dans le pays des excès. Et dans tout excès, il existe des cabinets d'avocats, par exemple, qui sont spécialisés également pour aider des salariés qu'ils estiment qu'ils ont été licenciés avec pertes et fracas, et que ils voudraient récupérer un petit peu quand même quelque chose, ou que la société n'a pas été très honnête avec eux, ne leur a pas payé leur dû, ça arrive aussi, et donc il existe des cabinets d'avocats qui sont spécialisés pour attaquer les entreprises. Rassurez-vous, dans 90% des cas, les entreprises souhaitent une négociation, souhaitent un compromis avec l'ex-salarié qui les a mis devant le tribunal. En règle générale, ça n'arrive très rarement devant un tribunal, c'est une plainte négociée avec des dommages et intérêts, etc. Parce que c'est un business aussi pour des cabinets d'avocats. Vu qu'on est quand même aux États-Unis, toujours pareil, pays des excès, on n'est jamais à l'abri de tomber sur des entreprises un peu filoutes, pas très honnêtes, et que par conséquent, eh bien, il y a toujours un aspect très lucratif à faire du business avec la défense de salariés qui se sont fait virer de façon très expéditive contre des sociétés qui ont une réputation de ne pas être forcément très très claires ou très très honnêtes. Donc c'est une façon tout simplement de soutirer finalement de l'argent dans un business très lucratif. Et à l'occasion, le salarié aussi en tire aussi son bénéfice. Mais en règle générale, d'une manière générale, eh bien, déjà, quand vous travaillez dans une entreprise, jusqu'à un certain niveau de compétence, de responsabilité, eh bien, il n'y a pas de contrat de travail aux États-Unis. C'est de la parole. Voilà, c'est par exemple, moi je travaille, l'entreprise que je travaillais avant la Covid et après le lockdown, puisque j'ai repris mon travail au mois de mai, c'est juste un coup de fil, on dit bon tiens, tu reprends, machin, etc., tu es toujours disponible, ok, pas de problème, voilà, hop. Et puis voilà, puis vous êtes payé tous les 15 jours, il n'y a pas de contrat de travail, vous avez une clause, les clauses particulières sont de parole. Après vous vérifiez, vous avez accès à votre dossier dans l'entreprise pour savoir si ils vous payent bien au taux horaire qu'on a négocié lors de l'embauche ou lors de la proposition, etc. Mais il n'y a pas de contrat de travail. Il y a véritablement, oui, en effet, un libéralisme dans la façon de faire fonctionner l'emploi aux États-Unis. Mais là encore, ça a des bons côtés à partir du moment où les entreprises sont honnêtes, où les entreprises jouent le jeu, jouent dans les règles du jeu. Comme malheureusement, ça donne aussi une porte ouverte aussi à des excès de malveillance, de malhonnêteté. Et là encore, comme je viens de vous l'expliquer, vous avez des cabinets d'avocats qui sont spécialisés sur la chose pour essayer de permettre au moins aux salariés un peu lésés ou très lésés de pouvoir retomber un petit peu sur ses pattes. Donc,
Concernant la Covid-19, aujourd'hui, les entreprises sont parfaitement en droit, finalement, de virer un salarié, même si ça peut être considéré comme une discrimination de virer quelqu'un parce qu'elle n'est pas vaccinée. Mais encore une fois, qui ira devant un tribunal pour ça? Il y en a, mais très très peu. Très très peu, tout simplement parce que vous avez quand même des gens qui ont des niveaux de revenus très très faibles, parfois même des gens qui sont extrêmement, je dis bien extrêmement endettés. Donc ils ne veulent pas s'aventurer dans des procédures judiciaires pour peut-être soutirer quoi? Peut-être quelques milliers de dollars, tout au plus. Donc voilà, ça joue aussi un petit peu dans le phénomène de dissuasion, c'est-à-dire de virer les gens en sachant que de toute façon ils ne se retourneront jamais contre vous. Et donc, plusieurs compagnies ont commencé déjà à faire le pas. Et là, on vient d'apprendre que les deux plus gros employeurs américains viennent tout simplement d'afficher la couleur. Ce ne sont pas les États ni l'État fédéral qui s'aventurent à l'obligation vaccinale, comme je vous l'ai expliqué, ce sont les acteurs économiques qui feront la basse besogne. Et vu que le salarié américain n'a pas franchement de protection digne de ce nom, c'est marche ou crève. Disney exige de tous ses employés salariés et non syndiqués aux États-Unis soient vaccinés. Les travailleurs qui travaillent sur place mais ne sont pas encore vaccinés doivent le faire dans les 60 prochains jours. Selon un communiqué de l'entreprise, CNN Business, toutes les nouvelles recrues doivent être complètement vaccinées avant de commencer leur travail. Alors là, j'insiste bien, c'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, si vous cherchez du travail, il faut être vacciné. Voilà. Si vous n'êtes pas vacciné, il y a des chances que vous ne soyez pas pris dans certains emplois, parce que les entreprises vont pas... Il y a quelques vidéos, j'avais dit ça, il y a un moment donné où vous savez, les Américains ne vont pas tergiverser sur des détails. Eux, ils vont aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est au lieu de s'emmerder à prendre des salariés non vaccinés, etc. Mais là encore, ça va poser un problème. Parce que déjà, on a un problème de pénurie de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour essayer de combler les manques à gagner qu'il y a eu suite à l'année de Covid, eh bien, certaines entreprises aujourd'hui ont revu un petit peu à la baisse leur budget salarial. Or, pour pouvoir faire le taf, il leur faut des gens compétents, il leur faut des gens... Sauf que là, évidemment, ça coince. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui pensaient récupérer leurs salariés, qu'ils estiment être des bons salariés, productifs, compétents, etc. Et en fait, ils se fait piquer leurs salariés par d'autres compagnies. Donc c'est bien qu'ils se retrouvent un petit peu en short. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont obligés de rembaucher des gens qu'il faut former. C'est-à-dire qu'en fait, on repart dès le départ, dès le début à un processus de formation pour laisser les gens acquérir les compétences, les connaissances, les spécificités, les technicités, etc. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Donc là, ça commence à coincer. Alors si en plus maintenant, si dans les entreprises, elles ont des gens compétents, productifs, expérimentés, mais qui ne sont pas vaccinés, ils vont être un petit peu dans la merde. Les employés qui ne sont pas déjà vaccinés et qui travaillent sur place auront 60 jours donc pour se vacciner. Surtout qu'en plus, les employés travaillant toujours à domicile doivent fournir une preuve de vaccination avant leur retour au travail. C'est-à-dire que là, dans certains secteurs, on va commencer à faire revenir des gens dans les bureaux. Là, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ce sont les lobbies de l'immobilier qui font pression sur les autorités pour obliger les entreprises à faire revenir leurs salariés dans les bureaux. Sauf que là aussi, budgétairement, ça colle pas. Et puis on a une autre compagnie, l'autre compagnie c'est tout simplement Walmart. Walmart qui est le leader de la grande distribution aux États-Unis.
Le plus grand détaillant du pays a déclaré que tous ses employés d'entreprises basées aux États-Unis doivent être vaccinés d'ici le 4 octobre, selon une note de vendredi de Doug McMillon, le président et chef de la direction de l'entreprise. Donc, comme finalement la France le fait, mais d'une autre façon par l'intermédiaire du pass sanitaire, c'est-à-dire qu'elle instrumentalise en fait les acteurs économiques pour faire pression sur les Français pour se faire vacciner, eh bien aux États-Unis, eux, c'est plus direct. C'est-à-dire que là, on dit ouvertement aux entreprises, allez-y, vous pouvez faire ça si vous voulez, nous ça nous arrange, ça peut pousser les gens à se vacciner. Sauf que le problème, c'est que le 100% vacciné, ça ne pourra jamais fonctionner, parce que comme je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qui ne peuvent pas se vacciner. Moi-même, dans mon entreprise, j'ai une collègue qui ne peut pas se faire vacciner parce qu'elle a des petites complications de santé qui fait qu'elle ne peut pas, pour l'instant, prendre le risque de se faire vacciner. Fort heureusement, pour l'instant, elle a le bénéfice d'une direction, notre direction, qui est relativement souple, relativement qui n'est pas, je dirais, dans cette hystérie de la vaccination. Elle voit plus son intérêt d'avoir des gens compétents, formés et qui sont capables d'être productifs, au lieu de prendre des gens qu'il va falloir former, etc. Puisque là, on est un peu confronté à ce problème-là aujourd'hui dans mon entreprise, c'est que on a des besoins, les budgets ont été évidemment réduits en matière de salariés, mais donc ça veut dire qu'on a besoin de gens des carcasses, on a besoin de gens qui sont réactifs, qui savent prendre des initiatives, etc. Sauf que ça, c'est très difficile à trouver aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des gens compétents, mais malheureusement, c'est parfois des gens compétents, mais qui ont fâcheuse tendance à être en pilotage automatique. C'est-à-dire que ça, c'est le gros problème aux États-Unis, c'est que les gens sont en pilotage automatique. C'est-à-dire que, voilà, ils ont des œillères, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont à faire, mais alors tout ce qui se passe à côté, ça ne les concerne pas. Sauf que, voilà, c'est pas très... ça nuit considérablement à l'organisation. Donc forcément, ça pose énormément de problèmes, et surtout ça coûte beaucoup d'argent. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui aux États-Unis qui commencent à être regardées un petit peu sur les pertes d'argent, et qui commencent à se rendre compte que y a beaucoup d'argent qu'on perd justement parce qu'on n'a peut-être pas les bonnes personnes aux bons endroits. Alors attention, quand je dis on n'a pas les bonnes personnes aux bons endroits, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément compétentes. Elles sont compétentes. Mais elles sont compétentes selon une éducation bien particulière qui est aux États-Unis, qui est t'es payé pour faire un boulot, point. T'es pas payé pour faire autre chose. T'es pas payé pour faire attention à ce que fait ton collègue. T'es pas payé pour faire attention à ce qui t'entoure, comme par exemple, pour vous donner juste un exemple, c'est une imprimante par exemple qui tombe en panne. Bon l'imprimante est en panne. Voilà. Là tout de suite vous réagissez, vous dites je vais me renseigner, je vais signaler que l'imprimante est en panne, ou essayer de savoir est-ce que le chef de service ou le responsable est au courant que l'imprimante est en panne, est-ce que maintenant c'est prévu, etc. Nous, je sais pas, c'est notre logique, on fonctionne comme ça en France. Enfin, j'espère. Ici aux États-Unis, non. On a l'impression des fois que, voilà, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. C'est pas leur prérogative, donc ils en ont rien à secouer. Sauf que quand on en arrive aujourd'hui à une situation économique telle que celle dans laquelle on est aux États-Unis, et que les entreprises commencent à y regarder un petit peu plus près sur leurs dépenses, et qu'elles se rendent compte qu'elles ont des gens qui, à un moment T, auraient dû signaler quelque chose de particulier, de spécial, de dysfonctionnement, etc., et que ça n'a pas été fait. Et que du coup, la situation a peut-être empiré, ou la situation a suivi son cours avec un défaut majeur, et ce défaut majeur aura coûté beaucoup d'argent. Sauf que voilà, c'est dramatique, c'est dramatique. À un point que, en effet, il y a un moment donné, on est en train de se poser la question si est-ce que, quelque part, à un moment donné, les Américains ou les entreprises vont se rendre compte qu'il va falloir peut-être un petit peu changer les dogmes, changer un petit peu la culture, parce que à ce niveau-là, ça ne va pas le faire du tout. Donc,
Donc voilà, aux États-Unis, comment on en est? On n'est pas dans une voie concernant éventuellement la mise en place d'un passeport vaccinal ou d'une obligation vaccinale, mais en réalité, ce sont les acteurs économiques finalement qui vont faire le sale boulot et qui risquent aussi de se mordre la queue finalement dans certaines situations, dans certains secteurs, parce que comme je vous l'ai dit, les gens qui ne seront pas vaccinés, si ces gens qui ne sont pas vaccinés, ils sont obligés de les virer parce que les directions générales ont pris cette décision, sauf qu'ils risquent de se tirer une balle dans le pied en s'handicapant de compétences, de savoir-faire, parce que ces gens ne sont pas vaccinés et que malheureusement il faut les virer. Voilà. Donc affaire à suivre, parce que je pense que va y avoir forcément des dommages collatéraux à court terme. Autre info sur laquelle je vais revenir assez rapidement, mais qui est aussi une information qui, je dirais, est un peu symbolique d'un autre problème assez non négligeable, on va dire, aujourd'hui dans nos sociétés modernes. On a appris qu'une policière victime d'un grave accident de trottinette électrique est décédée. Alors, je ne suis pas contre le fait, dans certaines villes, qu'on développe d'autres moyens de locomotion alternatifs. Alors, pendant un moment, c'était les vélos, après ça a été les voitures électriques, à Paris, on se souvient. Et puis, tout d'un coup, on a vu apparaître les trottinettes électriques. Alors, trottinettes électriques, comme les vélos, je veux dire, pourquoi pas? Le seul problème, c'est que mettre à disposition, pour des raisons écologiques, environnementales, des outils de déplacement qui nécessitent néanmoins de savoir s'en servir. Quand je dis de savoir s'en servir, c'est de se dire que c'est pas parce que vous êtes à trottinette que vous ne devez pas respecter le code de la route. Tout comme cela a été le problème avec les vélos. Je pense que si vous habitez ou si vous avez fréquenté des centres-villes, vous les avez vus. Vous les avez vus, ces vélos, ces trottinettes, qui font n'importe quoi, qui traversent un carrefour au feu rouge, qui prennent les trottoirs pour des circuits de Formule 1, ou encore ces gens qui, avec le casque, etc., donc, sont complètement coupés des sons extérieurs. Eh bien, malheureusement, si vous ne voyez pas la voiture qui arrive sur le côté parce que vous avez décidé de griller le feu rouge, eh bien, boum. Le problème de ces trottinettes aujourd'hui, eh bien, sont l'exemple même du problème de nos sociétés occidentales, libérées, avec beaucoup de liberté, sauf que la liberté n'est pas absolue et que quand on utilise une trottinette, eh bien, on se doit quand même de respecter un certain nombre de règles. Or, nous savons très bien qu'il y a des gens que les règles, eux, ça ne les concerne pas. C'est les mêmes qu'on retrouve derrière les volants d'une voiture. Ceux qui, des fois, se croient être des bons conducteurs, alors que non. Ceux qui, sur une autoroute, tout d'un coup se mettent à faire ralentir la circulation parce qu'ils ont décidé de répondre au texto, mais du coup, ils ne sont plus du tout concentrés sur leur conduite, donc ils roulent moins vite que les autres, des fois, vas-y, un coup à gauche, un coup à droite, etc. Petite anecdote, pas plus tard qu'il y a une semaine, je partais sur l'autoroute, à mon travail, et je vois une dame sur une voiture bleue, je crois que ça devait être une Toyota, me double par la droite. Aux États-Unis, c'est comme en France. Normalement, quand vous voulez doubler, c'est sur la gauche, pas sur la droite. Mais bon. Apparemment, ça, c'est une règle qui, aujourd'hui, s'est perdue dans les limbes de l'oubli. Et il se trouve que cette dame, au moment où elle me double, je la vois avec son téléphone en train de texter et conduire en même temps. Eh bien, il ne s'est pas passé 5 ou 10 minutes, ou un peu plus loin, tout d'un coup, je vois un ralentissement très sévère, des voitures même qui vont sur les côtés pour s'éviter, etc. Accident.
j'arrive tranquillement, et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois tout simplement cette même dame avec sa même voiture, le nez de la voiture complètement enfoncé dans le bitume, le moteur sur le bitume, elle n'a pas vu le 4x4 qui était juste en face d'elle, paf, elle est rentrée dedans, et comme vous le savez aujourd'hui pour des mesures de sécurité, si vous avez un véhicule, surtout en plus les 4x4 américains, les fameux trucks, sont assez costauds, et bien si vous arrivez trop vite, eh bien logiquement votre voiture elle est conçue pour passer en dessous et le nez enfoncé sur la chaussée. Alors là, dans ces moments-là, on se dit, oui, karma. Eh bien, c'est ces mêmes genres d'individus à qui l'on dit attention, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, faites pas comme ci, faites pas comme ça, eh bien qu'on retrouve sur des trottinettes. Alors, à Paris, si vous avez conduit à Paris, vous savez ce que c'est. Sauf que le problème ici aux États-Unis, eh bien les trottinettes commencent aussi à se développer dans les centres-villes. Et à Charlotte, donc la ville à côté de laquelle je vis, depuis maintenant 1 ou 2 ans, il y avait déjà les vélos, et là maintenant il y a les trottinettes. Le problème, c'est que le samedi soir, alors comme la plupart des moyennes ou grandes villes américaines, les centres-villes américains aujourd'hui, c'est essentiellement des restos, des bars, des boîtes de nuit, des discothèques, enfin des trucs comme ça. Donc ça attire évidemment beaucoup de monde le soir. Eh bien vous verriez le nombre de gens qui prennent des trottinettes, mais en réalité quand vous les voyez sur la trottinette, déjà vous sentez qu'ils ne savent pas s'en servir, mais en plus de ça, ils font n'importe quoi. Vous en avez toute une famille qui sont sur leur trottinette devant vous, vous voyez le feu rouge, vous vous arrêtez, mais eux, le feu rouge, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu, pourquoi? Parce qu'ils disent, nous on est trottinettes, on n'est pas des voitures. Et ils ont continué tout droit. Si une voiture avait démarré au croisement beaucoup plus brutalement, c'était l'accident. Comme quoi, vous voyez, aux États-Unis, on a le même problème qu'en Europe, c'est-à-dire des individus, des gens qui croient qu'ils sont tout seuls. C'est quand même grave, finalement, et c'est là qu'est le paroxysme de la chose, c'est que nos anciens qui utilisaient des trottinettes, auraient-ils imaginé qu'un jour, on en soit réduit à calculer ou dénombrer des morts à cause de trottinettes? Et enfin, pour terminer, jeudi dernier, le 29 juillet, vous avez eu un rapport, alors c'est un rapport qui arrive quasiment tous les ans, c'est le Global Footprint Network qui a calculé le jour du dépassement mondial date à laquelle l'humanité a consommé les ressources naturelles que la Terre peut renouveler en 1 an, que ce soit pour assouvir nos besoins ou absorber nos émissions de CO2. C'est-à-dire que jeudi dernier, eh bien, nous avons, comme en 2018 et 2019, atteint notre quota, on va dire, de consommation de ce que la Terre, ce que notre planète peut produire pour nos besoins. C'est-à-dire qu'à partir de jeudi, eh bien, nous vivons à crédit. À crédit, c'est-à-dire que eh bien, nous allons surconsommer, surproduire pour satisfaire une surconsommation. Cette surconsommation, on la voit très bien aux États-Unis. Même si encore en France, ça reste encore plus ou moins régulé, on va dire, par des instances justement pour essayer d'équilibrer un petit peu les territoires économiques. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Si bien que vous vous retrouvez des fois avec plusieurs centres commerciaux qui vous vendent quasiment les mêmes produits. Sauf que le problème, c'est quand vous avez des légumes, quand vous avez de la viande, quand vous avez des fruits, eh bien ces magasins, il faut les alimenter. Donc ça veut dire qu'il faut surproduire pour satisfaire l'offre de ces magasins. Alors qu'en réalité, dans une zone d'achalandise, eh bien, on n'a pas besoin d'autant de magasins.
Et ça amène ce problème de surproduction. Et avec la surproduction, quand la surproduction se trouve confrontée à des phénomènes naturels, à des phénomènes climatiques qui vont nuire considérablement à la productivité, donc à la satisfaction du besoin de remplir les rayons des supermarchés, eh bien malheureusement, force est de constater qu'on en vient à des méthodes chimiques, on en vient à des méthodes industrielles. L'OGM, l'avenir pour la production, on va jouer les apprentis sorciers pour essayer de fournir. Alors, fournir, attention, c'est pas fournir en besoin. Nos besoins sont largement satisfaits. Mais aux États-Unis, le problème, c'est le système ultralibéral qui autorise que là où, sur une zone d'achalandise de 1000 personnes, un centre commercial suffit largement pour satisfaire le besoin, la culture américaine dit oui, mais le supermarché, monopole, pas de monopole. Donc on doit libéraliser, donc on doit ouvrir à la compétitivité. Et cette compétitivité, eh bien, elle fait qu'au lieu d'avoir un centre commercial pour satisfaire une zone d'achalandise de 1000 personnes, eh bien vous vous retrouvez non pas avec 2, non pas avec 3, mais avec 5 supermarchés. Sauf que les 5 supermarchés, il faut les alimenter. Il faut fournir en marchandises. Donc du coup, là où normalement un seul centre commercial suffirait pour les 1000 personnes de la zone d'achalandise, et donc par conséquent avec toutes les conséquences que ça amène en matière de production, distribution, transport, etc., et surtout l'empreinte carbone, hein, eh bien vous vous retrouvez avec 5 centres commerciaux qui veulent évidemment les mêmes choses. Avoir les mêmes produits en quantité pour satisfaire la clientèle. On est dans le modèle de surconsommation, de surabondance. Et ce qui fait que malheureusement, le modèle économique américain, ce même modèle qu'on veut essayer d'installer, qu'on installe d'ailleurs en Europe, c'est la libéralisation totale, chacun fait ce qu'il veut, même si il faut démolir la planète. Eh bien aujourd'hui, on en arrive à ce point, c'est que le 29 juillet, on est arrivé au maximum de ce que, en temps normal, la planète peut produire pour satisfaire nos besoins. Donc maintenant, eh bien maintenant, on va devoir produire avec de l'artificiel, produire avec du chimique, produire avec toutes les conséquences environnementales, climatiques. Mais c'est attention, surtout pas le dire. Vous comprenez maintenant pourquoi les Américains sont toujours réticents à signer les accords, tous ces accords, ces copés, machin, pour l'écologie, etc. Parce que derrière, ça obligerait les Américains finalement à réviser un petit peu leur modèle économique. Attention, quand je dis modèle économique, ça veut dire que si on est obligé à un moment donné de réguler et de permettre d'installer ou d'offrir une sorte de réseau commercial à la mesure des besoins d'une population, et donc ça veut dire qu'on arrête cette surinstallation, cette surenchère compétitive, concurrentielle sur une zone d'achalandise, mais le problème c'est que ça devient des emplois en moins. Et ouais. C'est pour cette raison qu'on dit que le modèle économique américain, de toute façon, va être l'origine de son déclin. Si ce n'est pas déjà le cas. Parce que là, en plus, avec la Covid, avec les restrictions, avec les règles désormais que les entreprises vont commencer à adopter, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire pour essayer de sauver ce modèle? Un modèle qui aujourd'hui a de la concurrence chinoise, européenne. C'est
pour ça qu'aujourd'hui, les Américains essayent de torpiller l'Union européenne pour imposer leurs règles, imposer leurs lois. Je rappelle le fameux TAFTA qui avait été abandonné par Donald Trump. Et bien là, on a appris il y a quelques semaines que les Américains, Washington et Bruxelles se sont contactés en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se relance un petit peu, des négociations, etc. » Ouais, pas de problème et tout. Hop. Donc là, ils sont en train de commencer à poser les bases d'une nouvelle négociation d'échange ultra-libéral, hein, de libre-échange comme on dit, mais en fait c'est l'ultralibéralisme, où fatalement, je vous rappelle le principe où c'est une façon de négocier entre l'Union européenne et les États-Unis, comme on a déjà avec le Canada, des facilités douanières, des réductions de taxes et promouvoir les échanges économiques entre partenaires dans différents secteurs. Sauf que le problème, c'est que si la norme, c'est de dire, bah, nous, Américains, désormais, on va avoir plus de facilité à nous implanter, à nous installer, à développer nos marchés sur l'Europe, ça ne sera pas forcément le cas pour l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les Américains ne sont pas fous. S'ils signent un accord avec l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne instaure et décide pour les 27 pays membres. C'est-à-dire que les 27 pays membres ratifient le traité, comme ils ont fait avec le fameux traité avec le Canada, et du coup, les 27 pays membres acceptent les règles du jeu. En revanche, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Si Washington signe un accord de libre-échange avec Bruxelles, les 50 États de l'Union n'ont pas l'obligation de suivre les règles du libre-échange. Comme l'exemple du vin français que j'avais donné dans une précédente vidéo. Si les Américains réussissent par l'accord de libre-échange à faciliter la vente, l'exportation de leur vin californien en chardonnay, en pinot, etc., sans que les pays de l'Union européenne n'en disent quoi que ce soit, vous êtes obligés de les accepter, ces produits. Donc concurrentiels avec les vins français. Évidemment, on fera en sorte que le vin américain soit moins cher que le vin français. L'exploitant vinicole français va dire oui, ok, nous on va pouvoir vendre nos vins français aux États-Unis comme eux ils sont en train de vendre leurs vins chez nous. Non. Parce que les États, la Californie par exemple, si elle voit débarquer des exportateurs français pour vendre du vin de façon plus massive, de façon plus équitable, avec des prix beaucoup moins chers que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui pour des vins français, eh bien l'État de Californie va dire « Ah non, nous gardons les taxes d'importation sur les vins français. » Oui, mais l'État fédéral, non mais l'État fédéral, je m'en fous. Moi, je suis l'État de Californie, je décrète que le vin français va continuer à subir une taxe, une surtaxe, pour protéger notre vin californien. Vous voyez le piège? Et ça va être ça sur beaucoup de produits. Imaginez que tout ce qu'en France on est capable de produire, de produits de qualité en matière de nourriture par exemple, comme je vous donne l'exemple du vin, puisque le vin français a quand même une réputation aux États-Unis, sur d'autres produits, etc. Vous comprenez que si l'accord de libre-échange permet à des artisans, à des sociétés, de pouvoir vendre leurs produits aux États-Unis, et tout d'un coup les Américains vont pouvoir avoir accès à ces produits avec des prix tout à fait raisonnables, avec des prix acceptables, et tout d'un coup ils vont se dire mais c'est hyper bon, mais quelle qualité, mais quelle saveur. Et là je peux vous dire que tous ceux qui ont le monopole aujourd'hui sur les marchés de la nourriture, etc., que ce soit américains, mais surtout italiens, les Grecs, mais tout d'un coup, leur marché, leur monopole va s'effondrer. Parce que tout d'un coup, les Français vont commencer à se développer aux États-Unis pour vendre des produits made in France, de qualité. Et ça,
Les industriels de l'alimentaire aux États-Unis, ils n'en veulent pas. Donc, c'est pour ça quand je vous dis que l'accord de libre-échange est une arnaque. Parce que tout simplement, les Américains, eux, vont pouvoir exporter leurs produits, leurs marques, leurs labels, voire même écraser des marchés français, Made in France, sur notre propre territoire. Hein? Dois-je vous donner l'exemple de Quick? Bon, Quick n'était pas une société française, mais belge à l'origine. Eh bien, a été racheté par Burger King. On s'est dit, bah, moins... Mais non. Et Burger King, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait disparaître Quick. Quick a disparu. Aujourd'hui, quasiment tous les Quick sont devenus des Burger King. Vous avez une autre franchise américaine qui s'appelle Five Guys, qui commence à s'installer en France. Et vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres enseignes qui lorgnent le marché français. En revanche, si vous avez des franchises ou des labels de restauration, même restauration rapide française, je pense par exemple au Bépin, je ne sais pas si au Bépin existe toujours, veulent s'exporter aux États-Unis, ils ne pourront pas le faire. On les en empêchera. Donc, quand cet organisme qui est le Global Footprint Network nous dit que jeudi dernier, on a atteint le maximum de notre potentiel normal, à qui la faute? Et le problème, c'est que le modèle américain, il s'est quand même pas mal exporté dans d'autres pays. Et le problème, c'est que la Chine est bien déterminée à battre les Américains sur ce jeu. Donc, j'ai envie de dire, tous ces discours écolos de salon, etc., bah aujourd'hui, il n'y a pas la réelle volonté politique. Ah si, il y a la réalité politique de vous faire payer des taxes, toujours plus de taxes, pour payer, je dirais, le droit de polluer. Ça, oui, ça, ils sont très très forts. Ils sont très très forts pour essayer de casser les modèles d'indépendance énergétique pour nous soumettre à des lois ou des principes ou des valeurs qui en réalité vont nous faire redescendre à l'âge des cavernes. Bon, vous, hein, pas les riches. Normal. L'an dernier, en lien avec la Covid-19, ce jour de dépassement avait reculé de 3 semaines pour tomber le 22 août. La relance, marquée par un redémarrage à la hausse des émissions de CO2, nous ramène dès cette année au niveau de 2019. Et en effet, si l'année dernière, pas mal de pays ont été mis à l'arrêt ou au ralenti, forcément, ça a eu des conséquences sur les consommations. On a moins consommé. Donc, ayant moins consommé, bon. Mais ça n'a pas empêché, en revanche, d'autres secteurs à se frotter les mains. On a eu ce phénomène aux États-Unis, comme vous avez certainement eu le même phénomène en France, des supermarchés qui aujourd'hui sont en train de brader des télévisions. Pourquoi? Tout simplement parce que l'année dernière, ils disaient ouais, les gens vont être bloqués chez eux, il va y avoir des lockdowns, des confinements, etc. Donc, ils vont peut-être vouloir changer leur télévision. Vu qu'en plus de ça, beaucoup de gens vont bénéficier d'aides financières, comme ils vont moins consommer. Donc les grands réseaux ont acheté des tonnes et des tonnes de stocks de télévision, sauf que malheureusement, ça leur est resté sur les bras. Si bien qu'aujourd'hui, vous trouvez des télévisions presque 30 ou 40% moins chères que ce qu'on trouvait le prix il y a encore 1 ou 2 ans. Vous voyez ? Une méthodologie constante qui en fait un indicateur pertinent. Pour déterminer cet EDAC, le Global Footprint Network s'appuie sur 3 millions de données statistiques issues de 200 pays, précise le WWF France. D'un côté, le think tank se penche sur l'empreinte écologique de l'humanité, c'est-à-dire la quantité de ressources naturelles, terres agricoles, réserves
halieutiques, forêts, qui sont nécessaires à l'échelle mondiale pour satisfaire à nos besoins alimentaires, nos besoins en bois, assurer le développement des villes, etc. etc. Et surtout, absorber l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre que l'humanité produit chaque année, commente Arnaud Goffier, directeur du programme de WWF. De l'autre côté, Global Footprint Network s'intéresse à la biocapacité réelle de la Terre, soit la quantité de ressources renouvelables qu'elle est capable de générer en un an. Tous ces indicateurs sont ramenés à une unité commune, exprimée en hectares globaux, en divisant la biocapacité de la Terre par l'empreinte écologique de l'humanité, puis en multipliant le résultat sur le nombre de jours d'une année. On tombe sur ce jour du dépassement. La méthode n'est pas parfaite, ce qui est normal pour un indicateur qui agrège autant de données, reprend Arnaud Goffier. En revanche, sa force est d'appliquer la même méthodologie d'une année sur l'autre, ce qui en fait un indicateur très intéressant pour rendre compte des tendances. Et en effet, c'est comme toutes les statistiques, même si on essaie d'être le plus précis possible, on est à un moment donné obligé de prendre certaines largesses, parce que sinon, le temps que ça mettrait de compiler, d'étudier, d'analyser, de comparer toutes ces données, finalement, le jour où on a un résultat, le résultat est déjà dépassé. Donc c'est toujours un petit peu le problème. Mais pour ça, pour dire que de toute façon, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Chez nous, il y a des modèles économiques aujourd'hui qui s'évertuent à exister, alors que, très sincèrement, on n'en a pas autant besoin. Excepté le fait que peut-être, en effet, depuis certaines décennies, on a créé des générations qui ne peuvent concevoir autrement la vie que par la satisfaction du besoin immédiat, la disponibilité immédiate. Chose qu'évidemment, qui a joué énormément en faveur de l'e-commerce. Si vous alliez dans un magasin pour acheter un produit, suivant le type de produit, la taille du produit, il y avait des contraintes. Alors qu'aujourd'hui, grâce à l'e-commerce, il vous suffit tout simplement de commander, de cliquer et vous recevez chez vous la marchandise. Parfois, et à un moment donné où c'est justement ces e-commerce, c'est ce qui a fait la force d'Amazon, c'est que là où même la grande distribution qui vendait ce qu'on appelle la vente au détail, qui passait par des centrales d'achat, pouvait avoir des prix plus faciles, plus aisés à promouvoir auprès d'une clientèle que le petit détaillant, que le petit commerçant. C'est pour ça d'ailleurs que les petits commerces aujourd'hui, oui, sont en danger parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes facilités, les mêmes possibilités que les grands réseaux de distribution, que les grandes enseignes de vente en ligne. C'est que Amazon, à l'échelle internationale, a réussi à mettre en place un système qui limite n'est même pas concurrentiel. Parce que même aujourd'hui, les grandes surfaces, même les grands réseaux de distribution, tirent la langue. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas suivre. Un supermarché va pour proposer une gamme de produits, mais n'aura pas la même capacité d'offre de nombre de produits qu'Amazon. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'enseignes, en France, Carrefour, Intermarché, Auchan, etc., qui jouent la carte maintenant de la livraison. Mais là encore, le problème de la livraison, c'est que ça a un coût. Et ce coût, l'entreprise ne peut pas le faire gratuit. Elle est obligée de le répercuter sur la vente. Donc vous êtes obligé, vous, en tant que consommateur, de payer un supplément pour votre livraison. La livraison gratuite, elle n'est pas gratuite parce qu'en réalité, vous allez payer sur les produits. C'est-à-dire que là où le produit que vous allez acheter sur Amazon va vous coûter 10 € avec une livraison gratuite, le même produit que vous allez acheter chez Carrefour, il va vous coûter 12 €. Parce que vous allez avoir 1 € de plus de marge par rapport à la capacité de Carrefour d'avoir justement un prix unitaire beaucoup plus important que ce que Amazon lui peut avoir. Mais en plus de ça, Carrefour va rajouter sur le prix les frais de sa structure, de sa logistique pour la livraison à domicile. Donc s'ils vous disent c'est gratuit, non, en réalité c'est pas gratuit. Vous le payez quand même sur le prix du produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ce problème, cette compétition, cette guerre, car on peut parler de guerre,
qui va rajouter en plus sur ce problème qu'a aujourd'hui notre planète à nous fournir en besoins, en produits, en matières premières. L'expression qui dit qu'on est en train de saloper la planète n'est pas totalement idiote, finalement. Sauf que malheureusement, comme tous les empires dans l'histoire, il y a un moment donné où vient le temps du déclin. Sur ce, portez-vous bien et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.